Bonjour et bienvenue donc dans le début de ce chapitre 2, toujours dans notre thème 3 d'histoire, le modèle britannique et son influence. Alors après avoir vu dans un premier temps l'affirmation de l'État dans le royaume de France, avec des règnes marquants, celui de François Ier notamment, avec l'édit de Villers-Cotterêts, la révocation de l'édit de Nantes sous Louis XIV, ainsi que la mise en place d'une administration et d'une économie centralisée, nous allons voir un autre modèle, celui de l'Empire britannique, et se poser la question, donc, comment le modèle politique mis en place en Angleterre a-t-il eu des conséquences sur la pensée politique dans les colonies, mais aussi en France? Alors, nous montrerons dans ce chapitre comment l'ébauche d'un gouvernement représentatif, ainsi que la définition de grands principes et de droits fondamentaux, vont inspirer les philosophes tout au cours du XVIIIe siècle et vont aboutir à la fondation d'un nouveau régime politique doté d'une constitution écrite. Il s'agit évidemment des États-Unis d'Amérique. Alors, il y aura des PPO, des points de passage et d'ouverture. Nous travaillerons aujourd'hui sur l'habeas corpus notamment et aussi le Bill of Rights. Puis un peu plus tard, dans la semaine et après les vacances, sur l'influence à travers Voltaire de ce courant sur les philosophes. Et puis, quand nous étudierons la Révolution américaine, nous verrons le personnage de Washington. Alors, dans un premier temps, une rapide introduction avec deux tableaux, celui de Hyacinthe Rigaud, qui montre Louis XIV en costume de sacre en majesté, donc seul, occupant évidemment tout le tableau et montrant évidemment ce pouvoir absolu. Et de l'autre côté, un tableau de Pete Tillmans de 1710, qui est à peu près 10 ans de plus que le tableau de Rigaud, qui montre la Chambre des communes, donc l'une des deux chambres du Parlement britannique, celle qui représente les riches propriétaires, où l'on voit là un pouvoir qui est bien sûr, lui, partagé. Alors, nous allons aujourd'hui donc étudier dans la première partie sur la naissance et l'influence du modèle britannique, l'affirmation du Parlement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Parlement? Eh bien, comme nous pouvons le voir donc sur le grossissement ne fonctionne pas. Donc sur ce premier tableau, vous avez à la page 194, vous pouvez regarder dans votre manuel. Donc, je peux peut-être l'avoir facilement comme ça. Non, tant pis, c'est pas grave. Donc on voit que le pouvoir au début du XVIIe siècle donc est partagé entre le roi d'un côté, que vous avez en rose, et puis également donc le Parlement, composé de deux chambres, je le disais, la Chambre des Lords et des communes. Donc on voit que le Parlement a un rôle législatif, puisqu'il vote les lois demandées, les lois du royaume, pardon, et les impôts supplémentaires demandés par le roi. Le roi, lui, ayant le pouvoir de choisir et nommer ses conseillers et ses ministres, mais d'un autre côté, il a la capacité de convoquer et de dissoudre le Parlement. Donc on voit bien qu'il y a un équilibre entre ces deux pouvoirs. Si l'on compare bien évidemment ici donc à la même entité de gouvernement, mais à la fin du XVIIe siècle, après les événements que nous allons traiter, nous verrons que le roi a vu ses pouvoirs légèrement rognés, puisqu'il est obligé désormais de convoquer et de dissoudre le Parlement après 3 ans, quel que soit son avis, et que le Parlement vote les impôts et les lois de son propre chef, et non plus les impôts demandés par le roi. Et il autorise l'entretien d'une armée, c'est-à-dire qu'il a en plus entre ses mains le pouvoir de la force armée, et qui contrôle les finances de l'État et du roi. On voit bien qu'il y a eu un basculement. Alors, comment ce basculement s'est-il opéré? Eh bien, il s'agit d'un conflit qui a eu lieu entre Charles Ier, on va le voir rapidement, et son Parlement, à la suite de la volonté de Charles Ier d'obtenir, décidément, d'obtenir des pouvoirs plus importants. Et on le voit sur la carte que vous avez à la page 194, cela a donné lieu à un conflit armé, une guerre, qui a opposé les soutiens de Charles Ier, l'armée royaliste, que l'on voit en mauve sur la carte, aux forces armées du Parlement, dirigées par Charles Cromwell, en vert, et l'on voit finalement que le Parlement l'a emporté. Alors, évidemment, à la suite de cette guerre, guerre entre Charles Ier, le roi Stuart et le Parlement, il s'en est suivi donc un procès, comme vous pouvez le voir sur cette gravure, toujours pas, décidément. Ça ne fonctionne pas toujours, je réessaye, mais non, pas mieux. Donc, vous pouvez le voir sur cette partie ici. Donc, le roi a été jugé par le Parlement sous les motifs de trahison, notamment le fait d'avoir
finalement porter les armes contre son propre peuple. Et il a donc perdu le droit finalement d'être à la tête de l'État, puisqu'il a été condamné à mort et exécuté, comme on peut le voir sur cette gravure. Et c'est la première fois qu'un souverain est exécuté dans l'histoire. Donc cette première révolution anglaise, on l'a vu dans le tableau précédent, donc a conféré au Parlement un grand nombre de pouvoirs. Mais la royauté ne s'arrête pas avec Charles Ier, bien sûr, hein, puisque après la mort de Charles Cromwell, le chef du Parlement, le fils de Charles Ier, nommé bien entendu Charles II, va monter sur le trône de nouveau. Mais il est bien évident qu'en Angleterre, on ne cherche pas à reproduire les erreurs de son père. Et même si Charles II avait les mêmes ambitions que son père, il a vite été freiné dans sa volonté d'absolutisme, puisque, comme on peut le voir sur la page 200 de votre livre, il a été obligé, évidemment, de donner des garanties, et notamment, décidément, je n'y arriverai pas, donc je laisse tomber. Donc, ce texte appelé Habeas Corpus. Alors, c'est un texte, on vous le dit, hein, et qui renforce l'autorité du Parlement, puisque ce texte oblige toutes les personnes qui sont arrêtées à la suite d'un délit à se voir notifier le motif de leur arrestation. Ce texte oblige également à obtenir un délai de vote dans dans un temps très court, hein, puisque on doit évidemment éviter l'arbitraire hein, que l'on connaît par exemple dans le Royaume de France. Et donc, il est jugé également de façon très rapide. Alors cela permet quelque chose de très simple, hein, c'est que si par hasard il avait été arrêté de façon injuste, son procès le mettrait en lumière et il ne passerait pas des mois, des années sans être jugé parfois, puisque cela est arrivé dans le Royaume de France hein, pour les gens qui étaient envoyés à la Bastille. Donc le pouvoir judiciaire est désormais libéré, on le voit bien dans ce document, hein, il est libéré de la volonté royale, puisque hein, ce n'est plus une décision arbitraire du roi qui jette les gens en prison, mais une procédure judiciaire. Donc c'est une liberté fondamentale hein, qui est reconnue à l'individu, puisque il ne peut plus être privé de sa liberté que suivant une procédure hein, qui est très cadrée, comme vous pouvez le voir, avec un délai pour la notification de l'accusation, un délai pour le jugement, et bien entendu, cela remet en cause complètement la façon de délivrer la justice. Alors, Charles II meurt lui aussi, hein, vous le verrez dans la trace écrite, hein, en 1685. Son successeur, Jacques II, est catholique et lui aussi a aussi des envies d'absolutisme. Apparemment, les rois d'Angleterre ne comprennent pas très vite hein, le message que leur parlement, et en tout cas les élites de leur pays leur envoient, puisque, à nouveau, il y a une opposition très forte entre d'un côté Jacques II et ses proches qui veulent euh, rétablir un pouvoir de type monarchie absolue, ou du moins en tout cas contrôler beaucoup plus de pouvoir, et de l'autre côté un parlement, des élites économiques notamment, mais pas que, qui veulent conserver un état de fait dans lequel il y a une vraie séparation des pouvoirs. Hein. Vous le savez, dans une démocratie, la séparation des pouvoirs, c'est une des bases de la construction de cette monarchie. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je dirais, puisque, hein, vous pouvez le voir donc sur la page 201, euh, la condition sine qua non du maintien au pouvoir donc des rois d'Angleterre est l'adoption d'un nouveau texte, de nouveau, hein, puisqu'il s'agit du Bill of Rights, hein, littéralement le livre des lois, on dirait, le texte des lois, dont vous avez ici un extrait. Alors je tente encore ma chance. Oui, donc en 1689, hein, ce texte est imposé à la reine Marie et à son mari Guillaume III d'Orange, qui est un prince protestant d'origine, on dirait, allemande aujourd'hui. Et on voit que dans ce Bill of Rights, hein, donc que le roi ne peut plus suspendre les lois ou l'exécution sans le consentement du Parlement, qu'il a besoin du Parlement pour lever les impôts, pour l'entretien d'une armée, que les élections du Parlement doivent être libres et donc que la royauté ne peut interférer dans ces élections.
On voit également que le Parlement a toute liberté de parole, hein, de débat. Et enfin, on voit que le Parlement doit être fréquemment réuni. Donc on voit bien l'affirmation d'un pouvoir très fort, hein, celui du Parlement. Hein, alors, dans celui-là, il veut bien également s'ouvrir. Hein. Donc on vous explique que Jacques II, hein, doit partir très rapidement en décembre 1788 après ses tentatives, hein, de vouloir imposer un pouvoir très fort et que c'est le nouveau roi Guillaume III, hein, qui est le neveu et gendre de Jacques II, puisqu'il a épousé Marie, sa fille. Et donc c'est cette alliance entre la fille de l'ex-roi Jacques II et un prince donc d'Orange, hein, donc une région qui serait aujourd'hui aux Pays-Bas en fait, hein, qui va sceller en fait cette union Parlement-royauté. Hein. Marie récupère, j'allais dire, la couronne et la transmet à son mari qui prend le titre pardon, de Guillaume III en échange de l'accord sur le Bill of Rights. Donc en fait, c'est couronne contre Bill of Rights. Donc à partir de 1689, il n'y a plus de tentative de la royauté anglaise de vouloir imposer un pouvoir absolu. Et de ce fait, on peut parler d'une monarchie constitutionnelle. Hein, et donc ces trois étapes, hein, révolution anglaise, je reviens, première révolution anglaise, je reviens donc sur la page 194, si je ne commets pas d'erreur. Donc voilà, première révolution anglaise, hein, suivie avec une victoire, donc là pour le coup militaire et l'exécution, on l'a vu, de Charles Ier, hein, suivie de deux textes majeurs que sont donc l'habeas corpus et le Bill of Rights. Donc ces trois étapes, Révolution anglaise, habeas corpus et Bill of Rights, ont permis de transformer la monarchie anglaise en monarchie constitutionnelle et de tourner le dos à finalement à tout rêve, j'allais dire, de monarchie absolue. On voit bien qu'il y a là un tournant euh, très opposé à celui de la monarchie française, puisque en 1689, hein, quand le Bill of Rights est signé, eh bien, en France, nous sommes sous le règne de Louis XIV, qui lui dispose d'un pouvoir absolu. Donc, on voit bien un modèle complètement différent qui a été acquis en une quarantaine d'années, 40 ans, un peu plus, hein, puisque Charles Ier est décapité en 1649, et qui a fait prendre à l'Angleterre un chemin bien différent de celui de la France. Et donc, ce modèle va avoir une influence, bien entendu, hein, non seulement évidemment sur le royaume de France voisin à travers les philosophes, on le verra un peu plus tard dans la semaine, mais également sur les colonies britanniques et notamment les colonies d'Amérique du Nord. Mais cela, c'est une autre histoire.